les négociations, elles ont commencé en 2013. Si on avait fait, et il y a eu d'ailleurs des votes au Parlement européen en 2013 sur le sujet, quelles étaient les positions de groupe à l'époque? Je vous dirais que si on monte assez loin dans le temps, le seul groupe qui était vraiment opposé à ces négociations transatlantiques, c'était le groupe de la GUE, la gauche radicale. Assez vite, au courant de l'année 2013, et en tout cas de façon formelle depuis les dernières élections européennes, le groupe des Verts au Parlement européen, donc l'ensemble du groupe des Verts, a dit nous serons unanimement contre également. Je prends le groupe du Parti populaire européen, il a toujours été unanimement en faveur des traités transatlantiques, sauf lors du dernier vote qui a eu lieu en juillet 2015, donc il y a 2 mois, où pour la première fois on a eu les premiers opposants au sein du groupe Parti populaire européen, qui étant en l'occurrence Claude Rolin, élu CDH, et son homologue des cantons de l'Est. Je prends l'Alliance des libéraux et démocrates européens, donc parti où siègent le MR et l'Open VLD. Autant le MR et l'Open VLD ont toujours voté pour les négociations transatlantiques, ce qu'ils ne disent pas toujours dans les médias, mais ils ont toujours voté pour. Autant au sein de l'Alliance des libéraux et démocrates européens, c'est un vote qui est essentiellement majoritairement pour, mais avec des abstentions et parfois quelques francs-tireurs. Et enfin, si je prends le groupe socialiste et démocrate au Parlement européen, force est de constater que malheureusement, ce groupe socialiste et démocrate européen vote à une écrasante majorité en faveur des accords de libre-échange, même si, et alors il y a aussi des abstentionnistes et des gens qui sont contre, mais c'est une minorité. Mais si je prends par contre les élus belges, je dois dire que, en tout cas en 2013, lorsque le mandat officiel de négociation a été donné, Tarabella notamment, enfin en tout cas les 2 élus socialistes francophones qui étaient présents au Parlement européen à l'époque ont voté contre, même si le gouvernement belge mené par Elodie Roupeau a plutôt dit on y va puisque le gouvernement belge a donné son accord pour lancer le mandat de négociation. Et par contre les élus SPA, donc les élus néerlandophones du Parti socialiste, eux à l'époque avaient voté en faveur des négociations. Par contre, lors du dernier vote qui vient d'avoir lieu au Parlement européen, c'est côté en tout cas socialiste, tant les socialistes francophones que les néerlandophones qui ont dit nous ne sommes plus d'accord avec l'esprit des négociations actuellement. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est pour vous dire que du point de vue politique, le rapport de force a déjà beaucoup évolué en 2 ans. C'est-à-dire que toutes les mobilisations qui ont pu se créer, il y en a eu beaucoup, les mobilisations ont aidé à faire évoluer la sphère politique. Je vous dis au départ, il n'y avait vraiment que la gauche radicale qui était radicalement contre ce genre de traité de libre-échange. Aujourd'hui, on peut mettre écolo, alors on ne le mettrait peut-être pas radicalement contre l'austérité, mais en tout cas, dans la logique des traités de libre-échange, écolo est radicalement contre, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ils sont très honnêtes quand ils le disent. Le PS, à mon avis aussi, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont intérêt à se montrer un peu plus à gauche et qu'ils ne sont plus dans le gouvernement fédéral, mais aujourd'hui, ils sont aussi radicalement contre. Avec évidemment des logiques d'appareil qui peuvent allier les gens qui vont être contre parce que c'est la position qui est adoptée par l'appareil pour l'instant mais qui n'en pensent pas moins, et des gens qui sont vraiment des militants de base et qui sont vraiment contre parce qu'ils sont vraiment contre. Voilà. Alors je dis ça pour dire que les mobilisations qui ont lieu depuis maintenant plusieurs années, elles ont déjà amené quelque chose, elles ont amené à faire basculer toute une série du champ politique, à faire découvrir ce qu'était réellement ce projet de traité de libre-échange, à des acteurs politiques qui pouvaient parfois le soutenir par opportunisme ou par cynisme en étant copains ou copines avec des multinationales, mais aussi parfois par pure naïveté, c'est-à-dire en disant oui, le libre-échange, ça doit créer du chiffre d'affaires, donc ça va être bon. Et donc s'il y a déjà un côté intéressant aux différentes mobilisations qui existent, c'est ça, c'est d'éveiller les acteurs politiques à se rendre compte que ce qu'on leur dit par la voie officielle ne correspond pas toujours aux véritables enjeux. Et là, il y a un premier effet bénéfique des mobilisations. Je viens maintenant à la sphère des médias, c'est évidemment très compliqué, quand on est opposé particulièrement à une politique européenne, d'avoir accès aux grands médias. Parce que les médias, qui peuvent faire beaucoup de débats politiques qu'on trouve plus ou moins bons ou plus ou moins nuls, peu m'importe, ici, mais qui peuvent faire beaucoup de débats sur ce qui se passe dans la sphère belgo-belge, par exemple, sur tel parti, telle prise de position de tel ministre, dès qu'on est dans les enjeux européens, et de façon assez surprenante, mais je trouve que la plupart des médias sont tellement pro-européens qu'ils en viennent finalement à se faire l'apôtre du discours de la Commission européenne, sans plus voir que derrière tout ça, il y a un enjeu politique qui peut être soumis à critique. Et ça, c'est souvent une attitude que je trouve lamentable dans la plupart des grands médias, c'est que dès qu'un projet est européen, il n'y a même plus de critique sur le fond, à partir du moment où c'est européen, mais si on critique, c'est qu'on est anti-européen, et anti-européen, ça ne va pas parce que c'est être fasciste, c'est être raciste, on a tout l'amalgame. Donc je trouve que vraiment là-dessus, les grands médias sont simplificateurs. Et donc quand on s'oppose à un traité de libre-échange, c'est très compliqué d'avoir accès aux grands médias. Et donc moi je bosse sur ce sujet de marché transatlantique depuis 2009.
J'aime autant vous dire que quand nous, on a commencé à sonner l'alerte 2 ans avant les négociations officielles en disant on a levé un lièvre qui va être dangereux, ça a intéressé beaucoup la presse associative en général, donc les ONG, etc. On n'a eu aucun répondant dans les grands médias. Quand les négociations officielles ont commencé en 2013, la première grande manifestation à Bruxelles qui est organisée par l'Alliance des 19-20, c'était donc en décembre 2013 à Bruxelles. La plupart des titres dans les journaux après cette mobilisation, c'était quoi? C'était des petits empêcheurs de tourner en rond ou encore bloquer les rues à Bruxelles et ils ont encore un peu emmerdé leur monde. C'était ça les titres qui étaient sortis la plupart dans la presse. Quelques mois se passent, mobilisation, c'était si je me souviens bien en mai 2014, mobilisation où il y a 200-300 personnes qui se font arrêter et qui du coup, là ça fait un peu le buzz parce qu'il y a des élus politiques communaux qui sont parmi les personnes arrêtées. C'était la deuxième grande mobilisation de l'Alliance des 19-20, mais là le discours des médias a changé. C'est-à-dire que non seulement ils ont parlé évidemment des arrestations arbitraires, ils ont parlé du fait qu'il y avait une mobilisation, mais ils ont aussi dit pourquoi est-ce que ce jour-là on mobilisait. Et ça a été un réel progrès. C'est-à-dire que pour la première fois, les médias ont accepté d'entendre qu'il y avait de réels arguments et qu'il y avait un réel débat politique sur la question. Et s'il y a une victoire qu'on a eue par rapport à tous ces enjeux-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui ignorent qu'il y a un débat politique là-dessus. Quand on entend le traitement de l'information par les médias, je dirais qu'en 2013, c'était du copier-coller du discours de la Commission européenne. Aujourd'hui, il y a une réelle prise en compte de la part des médias du fait qu'un débat politique existe là-dessus, même si je ne peux que te rejoindre en disant que nous, on est très très peu invités, donc il y a un réel déséquilibre. Et par ailleurs, même si les médias font leur chou gras de 1 ou 2 thèmes qu'on critique, notamment les normes sanitaires ou les fameux règlements différents investisseurs-État, un truc que je n'ai encore jamais vu étalé dans un média, et pourtant pour moi c'est un truc phénoménal, enfin important, c'est ce fameux shopping législatif. Autrement dit, le libre-échange, c'est de la mise en concurrence de normes sociales, fiscales, démocratiques par des multinationales. C'est un argument de fond qu'on avance depuis le départ. J'ai encore jamais vu aucun média oser reprendre ça. Donc, est-ce qu'on a progressé avec les médias? Oui. Est-ce qu'on a progressé assez? Non. Et c'est bien l'enjeu justement de mobiliser. C'est que je trouve qu'en 2 ans de mobilisation, on a beaucoup avancé. Pour revenir sur un débat qu'on avait pendant la pause, je suis tout à fait d'accord avec toi, je ne connais pas ton prénom. Alain. C'est que si on peut signer des accords de libre-échange aujourd'hui qui sont défavorables à une extrême grande partie de la population, c'est aussi parce qu'une extrême grande partie de la population a peut-être perdu les repères idéologiques ou les repères politiques, pas au sens d'appartenir à un parti, mais de qui défend quoi, de base. Et donc des gens sont prêts finalement à se dire je laisse décider les décideurs politiques sans me soucier du contenu parce que ça va être bon pour moi, et puis quand ils sont déçus, ils vont traiter les politiciens de vendus, de pourris, mais ils vont quand même pas changer leur vote et ils vont quand même pas s'interroger plus loin. Et donc si nous, on doit reconquérir un terrain sur le très long terme, c'est le terrain de l'idéologie. Pas dans le sens de voter comme ceci, mais apprenez à réfléchir à ce qui est vraiment votre intérêt, ce qui n'est pas votre intérêt. Et moi, personnellement, quand j'interviens dans ce débat-ci ou dans d'autres, c'est toujours avec cet état d'esprit-là. C'est de redonner aux gens qui m'écoutent, soit des armes, ou soit de leur proposer ma logique de raisonnement pour dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et donc ça, on perdait même le combat sur le TTIP. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas du combat perdu pour moi, parce que le but du jeu à long terme, c'est de reconquérir du terrain idéologique et que chacun d'entre nous ait de nouveau des armes dans sa tête finalement pour se protéger face à des projets politiques qui sont complètement ahurissants quand on voit ce à quoi ils vont aboutir, mais qui, présentés dans leur bel emballage marketing, peuvent paraître séduisants. Cela dit, les mobilisations, elles ont lieu et elles sont importantes, puisque c'est ça qui va nous permettre ou non de faire basculer l'acceptation d'un traité transatlantique ou son refus. Et j'ai envie de dire que mobiliser aujourd'hui, ça devient d'autant plus important que le temps commence à être très court. Parce que, je vous le disais, le CETA devrait arriver dans le Parlement européen entre le mois de décembre ou plus tôt, voire courant mars, avril, mai 2016. Pour nous qui mobilisons contre le fameux TTIP, donc le traité de libre-échange Europe-États-Unis, il est hors de question que le CETA passe. Parce que le même genre de truc complètement absurde s'y trouve. Je vais vous donner qu'un seul exemple, mais dans les normes sanitaires sur le CETA, au-delà du fait que les appellations d'origine contrôlée belge, il n'y en a aucune qui a été retenue, mais dans les normes sanitaires sur le CETA, il y a un des paragraphes du chapitre normes sanitaires qui dit que pour certains domaines, les États restent libres de définir des normes sur des bases régionales. Donc des normes sanitaires de haute protection sur des bases régionales. Eh bien l'annexe qui est censée définir la méthodologie selon laquelle c'est défini ces fameuses normes de protection régionale, elle est vide à l'heure où je vous parle. En tout cas sur les documents qui sont publics. Donc il y a des trucs qui sont inacceptables. Alors,
parce que sinon je vais prendre trop de temps, comment mobiliser et pourquoi se mobiliser, mais j'ai envie de dire se mobiliser parce que c'est la seule façon de continuer à faire évoluer le rapport de force, qui a déjà beaucoup bougé. Il a bougé sur le plan politique, il a bougé sur le plan médiatique, mais il n'a pas encore bougé assez fort. Et donc pour le faire encore évoluer, pour vraiment, à un moment donné, faire basculer tant le monde médiatique que le monde politique, en leur faisant comprendre que là, on est face à un mouvement d'ampleur et un mouvement où les gens ont compris que c'était contre leurs intérêts, on doit continuer à avoir plus de gens en mobilisation. Et donc, je vais quand même rappeler ça, c'est que la prochaine grande date de mobilisation, et vous avez le prospectus là derrière, c'est le 15, le 16 et le 17. Mais je voulais aussi insister sur un fait que vous connaissez peut-être pas, c'est que mercredi qui vient, donc le 7, il y aura des manifestations syndicales qui ont lieu à 11h30, si je me souviens bien, Gare du Nord, mais à 10h au rond-point Schuman, et c'est là-dessus que je voulais venir, à 10h au rond-point Schuman, il y a un rendez-vous, donc on appelle tous les militants anti-TTIP à s'y rendre, parce que la fameuse pétition européenne stopttip.eu, qui a pratiquement 3 millions de signataires aujourd'hui, va être mise aux autorités européennes. Il est extrêmement rare quand même d'avoir une pétition européenne qui recueille 3 millions de signatures. 26 pays j'ai vu les chiffres, mais peu importe, je ne vais pas être trop long. Mais donc, tous les pays pouvaient participer, maintenant je crois que c'est 24-25 pays qui ont atteint leur quota. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que participer aux manifestations de mobilisation, c'est vraiment essentiel. Parce que montrer, le jour où les syndicats font une mobilisation et qu'ils ont 30 000 personnes dans la rue, s'ils ont vraiment mis tout ce qu'ils pouvaient, c'est un véritable échec pour eux. Mais si on a 10 000 personnes qui manifestent contre une logique de libre-échange, c'est un véritable succès ça, parce que ce n'est pas le même genre de sujet. Ce n'est pas des gros appareils syndicaux qui mettent toute la pression pour mobiliser. Malheureusement, moi j'aimerais bien que les appareils syndicaux soient encore plus actifs sur le sujet, même s'ils le sont. Mais donc, s'il y a un premier appel que je peux vous faire, c'est venez aux mobilisations si vous en avez l'occasion. Venez aux mobilisations et appelez les gens à venir avec vous aux mobilisations, parce qu'on a besoin de monde dans les rues pour montrer qu'il y a un rapport de force sur ces questions-là. Deuxième aspect, et ça c'est complémentaire aux mobilisations, c'est de signer des pétitions. Alors on est aujourd'hui le 3 octobre si je ne me trompe. La pétition stopttip.eu qui a été lancée il y a un an, donc qui a été lancée le 6 octobre de l'année passée, elle va être clôturée ce 6 octobre. On frôle les 3 millions de signataires. Le but est d'avoir 3 millions de signataires quand on la remet aux instances de la Commission européenne, même s'ils considèrent que ce n'est pas une pétition officielle, etc., etc. Mais donc, si vous n'avez pas encore signé cette pétition, ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés par le sujet mais qui ne l'ont pas encore signée, ben, il vous reste 2 jours pour leur proposer de la signer. Ça ne prend pas très longtemps, et franchement, allez la signer, parce que c'est important. Je vais aussi parler un peu pour ma gouverne, même si ce n'est pas que ma gouverne. C'est donc dans les documents que je vous avais mis à disposition, il y a notamment ce petit document que je vais essayer de retrouver, mais le document de la plateforme Stop TTIP, No Transat. Donc j'essaie de retrouver mon document, je vais y arriver. Voilà, c'est ce document-ci. Donc ça c'est la plateforme dont moi je m'occupe. On l'a lancée en 2011 pour prévenir que c'était quand même quelque chose de dangereux. Mais je vous invite à aller sur cette plateforme, à lire le texte. Si vous êtes d'accord avec le texte, à signer la pétition. Parce que c'est une pétition belge. On flirte aujourd'hui avec les 60 000 signataires. C'est quand même pas mal. On est à 57 000, 58 000 signataires. C'est quand même pas mal pour une pétition belge d'avoir 57 000 signataires. Mais notre but est évidemment d'avoir d'autant plus de signataires. Et on sait très bien que le jour où, par exemple, on franchit les 100 000 signatures, on en est encore loin, mais je ne vois pas un média nous refuser un droit de parole sur un média grand public, parce que si on fait un communiqué de presse 100 000 signatures, je pense que le lendemain on est invité dans les journaux du matin et des choses comme ça, parce que ça fait partie du rituel journalistique qu'ils aiment bien entendre. Et donc c'est vraiment important pour moi que vous signiez cette pétition, parce que ça montre qu'effectivement la mobilisation en Belgique elle est très forte. Mais, et j'insiste beaucoup là-dessus, il est aussi très important que vous signiez la newsletter, donc il y a une newsletter avec ça. Pourquoi ? Mais parce que quand des actions sont menées en Belgique contre le TTIP ou contre le CETA, donc par exemple les manifestations co-organisées avec des 19-20 ou éventuellement demain des pétitions en ligne contre l'accord du CETA, eh bien c'est à travers la newsletter qu'on prévient les gens. Donc si vous allez signer la pétition européenne et la pétition de Transat, vous me faites plaisir. Mais si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, alors qu'on vous a conscientisé sur les dangers du TTIP, finalement quand on va appeler à passer des actions, peut-être que vous ne serez pas dans les réseaux sociaux qui vont apprendre que ça existe, et donc vous allez louper d'infos. Et donc pour moi il est vraiment important aujourd'hui où on a besoin justement de s'appuyer sur les gens qui sont convaincus que ces accords sont négatifs, de pouvoir au moins les avertir qu'on mobilise, que ce soit par des actions en rue, des actions bêtement d'envoyer des lettres par informatique à des députés. C'est vraiment essentiel que vous signiez cette newsletter No Transat.
Et enfin, un dernier volet important pour les mobilisations, ben, c'est finalement de créer du débat politique autour de ces questions-là. Alors il y a deux manières de le faire. La première manière, et ça progresse beaucoup aujourd'hui en Belgique, c'est de le faire à l'échelon communal, c'est-à-dire de convaincre sa commune de voter des motions anti-TTIP. Mais ça implique effectivement de proposer à la commune d'adopter une motion, de le faire en disant qu'ils sont opposés à ces logiques-là parce qu'ils trouvent ça antidémocratique, antisocial, et que ça risque de porter atteinte à leurs prérogatives communales, ce qui est tout à fait correct. C'est purement symbolique, mais c'est super important. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que généralement, quand les projets européens sont adoptés, ils le sont par la voie du haut. Ça veut dire que ça se discute entre technocrates, sous l'influence de lobbies, et souvent avec les plus hauts responsables des appareils politiques nationaux. Donc autrement dit, je vais reprendre par exemple les traités d'austérité. Quand les traités d'austérité ont été adoptés en Belgique, le monde syndical et le monde associatif a essayé de démarcher toute une série d'acteurs politiques locaux qui allaient être victimes des politiques d'austérité. Mais ces gens-là, ils nous ont dit quoi, grosso modo? Enfin, je vous traduis avec les mots de la vie de tous les jours, c'est « Moi, j'appartiens à un parti qui a pris position pour ces traités. Si je fais le franc-tireur, lors des prochaines élections, je ne vais plus être sur les listes. Et donc, je ne vais pas faire le franc-tireur. » Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils nous ont dit les choses, mais c'est un peu la logique. Et donc, l'idée de créer du débat communal, c'est vraiment l'idée justement de se dire, tant que les appareils politiques n'ont pas encore une position figée sur le traité, et ils pourraient difficilement l'avoir, étant donné que les négociations se poursuivent, et donc ils sont obligés de dire, on attend de voir le résultat des négociations pour se prononcer pour ou contre, donc ils ne peuvent pas dire, médiatiquement, nous sommes déjà complètement pour. Certains ont déjà eu le courage de dire, nous sommes complètement contre. Eh bien, créer du débat au niveau communal, c'est se donner la chance de persuader toute une série de partis politiques qui ne sont pas aujourd'hui contre les négociations transatlantiques, de le devenir. Et si toute une série de partis qui étaient plutôt en faveur du TTIP commencent à se poser des questions ou commencent à basculer dans le camp du non, eh bien, contribuer à créer du débat communal, c'est une manière justement de susciter du débat à la base des partis politiques et d'essayer de renforcer le rapport de force. Parce que finalement, tout est question de rapport de force. Et donc, c'est pour ça que créer du débat communal est vraiment quelque chose pour nous d'essentiel. C'est que c'est de repartir de la base des appareils politiques. Et on peut avoir parfois des majorités assez étonnantes, par exemple avec des élus MR locaux qui se disent, sur base des arguments qu'ils ont entendus, mais finalement, oui, moi je suis contre ce truc-là, notamment parce que moi je défends les indépendants et les PME. Et qui se rendent compte que finalement cet accord ne défend pas les indépendants et les PME. Et donc voilà. Dernière chose, et puis j'arrêterai parce que j'ai été très long et je m'en excuse, c'est de dire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en parler autour de vous. Parce que là, vous êtes une quinzaine, une vingtaine dans cette salle qu'on conscientise, et probablement que beaucoup d'entre vous étaient déjà conscientisés avant de venir ici, parce que voilà, c'est organisé par le mouvement de gauche et qu'à mon avis, l'info anti-TTIP a déjà dû circuler. Mais c'est d'en parler autour de vous, avec vos mots à vous, en vous basant sur les trucs qui vraiment vous écœurent le plus et que vous comprenez le mieux, et de commencer à en parler parfois un peu autour de vous. Parce que finalement, si on doit reconquérir du terrain idéologique, ça ne sera pas uniquement par des gens qui sont dits spécialistes d'un sujet et qui causent devant une table. Ça peut aider, évidemment. Mais ça se fera aussi parce que monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie d'ailleurs à beaucoup d'égards, je suis aussi un monsieur et madame tout le monde, eh bien, en cause autour d'eux et finalement finissent par reconquérir un peu de terrain et se dire, oui, finalement, causer politique. Pas de causer tel ou tel parti politique, mais causer qu'est-ce que c'est que finalement vivre ensemble. En quoi est-ce que c'est important de s'occuper ou de ne pas s'occuper des traités de libre-échange? En quoi c'est important ou pas de se soucier de l'environnement? C'est des questions fondamentales qu'on a perdues de vue, je pense, beaucoup trop, et qu'on devrait reconquérir. Et donc ça dépend de nous tous, mais ça dépend aussi de vous tous. Et donc moi, en guise de revoir, puisque je vais devoir m'en aller, je vous dirais, mobilisez-vous en signant les pétitions. Inscrivez-vous à des newsletters pour être tenu au courant. Quand il y a des appels à l'action, si vous êtes libre, n'hésitez pas à y aller. Si vous n'êtes pas libre, avertissez au moins autour de vous. Mais on a besoin de tout ça. Et enfin, une dernière chose, même si c'est pour le très long terme, eh bien, parlez avec vos mots de la vie de tous les jours, de ce qui se passe, à vos proches qui sont susceptibles d'être sensibilisés. Et parfois, on peut être étonné parce que des gens qui ne sont pas susceptibles d'être sensibilisés, vous la trouvez 2 ans plus tard, qui vous disent finalement j'ai réfléchi à ton truc et quand même, par rapport à tes trucs que je viens de voir, je me pose quand même certaines questions. Donc c'est parfois planter des petites graines. Certaines sont plantées dans le désert et ne fleurissent jamais. Certaines attendent du temps avant de fleurir, mais beaucoup finissent par fleurir. Surtout vu l'actualité qui nous attend. Et alors si vous avez besoin de matériel pédagogique pour pouvoir en parler autour de vous, il faut savoir que les sites qui ont du matériel pédagogique, ils ne manquent pas. Et moi je vous ai laissé notamment un petit article, mais il y en a plein à travers le site de Pour, à travers le site de No Transat, même si la rubrique article on est en train de la refaire,
ou à travers toute une série de sites du CNCD en passant par l'Alliance des 19-20. Et il y a également flopé de petites vidéos, et là de nouveau je vous ai mis un document sur 2 vidéos qu'on a faites au CEPAC, mais il y en a pléthore sur internet de bonnes vidéos qui causent de ce sujet-là. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, si vous êtes conscient, eh bien, de cet état de conscience, faites-en soit un tout petit quelque chose si vous avez peu de temps à consacrer au sujet, mais faites-en quand même dit quelque chose, genre signer 2 pétitions, en allant vite pour la pétition européenne, vous savez, jusqu'au 6 octobre au matin. Et si jamais vous avez un peu plus d'énergie que ça, eh bien, commencez à en parler autour de vous, commencez à venir aux manifs, commencez à vous bouger, parce que ça dépend pas de nous que le traité passe ou pas, ça dépend de nous tous. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ça dépend pas seulement de 4 ou 5 personnes devant une table, ça dépend essentiellement des 4 ou 5 personnes qui sont derrière cette table et de tous ceux qui sont dans la salle et de tous ceux que vous fréquentez tous les jours. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je m'excuse parce que j'ai pris trop de temps pour cette deuxième intervention. Non mais je m'en excuse. Et je m'excuse aussi de devoir vous quitter, mais j'ai accepté un rendez-vous un peu avant 6 h et il me faut à peu près une bonne heure pour rejoindre l'endroit où je dois aller. Voilà.